Bonsoir messieurs, dames. Nous sommes heureux donc de vous accueillir pour un nouveau monde en question qui porte donc ce soir sur une question scientifique, environnementale et de santé publique. Les perturbateurs endocriniens empoisonnent-ils notre cerveau ? Alors pour en parler avec nous ce soir, Barbara Demenex, vous êtes biologiste, experte internationalement reconnue, et oui, pour votre travail sur l'hormone thyroïdienne et la perturbation endocrinienne. Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Votre dernier ouvrage, paru en octobre 2017 chez Odile Jacob, Cocktail toxique, comment les perturbateurs endocriniens empoisonnent notre cerveau, nous alerte sur ces molécules chimiques à l'effet cocktail néfaste, entre autres sur les développements cérébral. Oui, c'est ça que je vais parler principalement ce soir, mais je vais ouvrir un peu sur donc cette conférence débat est animée par Rencontre et Débat Autrement, et donc je laisse la parole à vous. Merci. Je suis très contente que vous fassiez honneur à cette grande invitée que nous avons l'honneur de faire venir ici jusqu'à Antony, parce qu'elle vient directement, elle vient directement à REA comme une citoyenne normale du Musée national d'histoire naturelle. Donc voilà. Juste quelques mots sur sa biographie, son parcours. Elle est en fait, vous l'avez entendu, anglaise, donc d'origine galloise. Galloise, voilà, pays de Galles. À cette époque de l'année, c'est-à-dire pendant les six nations, je suis galloise. Après, je deviens Grande-Britannique. D'accord. Et elle a été formée non seulement au Royaume-Uni, mais aussi au Canada, aux États-Unis et en Allemagne. Et puis, last but not least, en France, n'est-ce pas? Et en France, justement, elle a eu cette opportunité que le gouvernement, ou le CNRS vous a accordé la possibilité de travailler, de faire son propre laboratoire et de travailler en tant que chercheuse dans son propre laboratoire, donc mener ses propres recherches, puisqu'elle est endocrinologue reconnue partout et primée. Et d'ailleurs, dans ce laboratoire, elle a trouvé une méthode, elle a développé une méthode extraordinaire avec comment on peut détecter les perturbateurs endocriniens avec des têtards ou des grenouilles, voilà, qui deviennent, dans un milieu très pollué, et donc pollué par des perturbateurs endocriniens, qui devient fluorescent. Voilà, super. Et donc le CNRS, ça a pris du temps, mais le CNRS lui a accordé la médaille d'innovation pour sa découverte en 2014, alors qu'elle a trouvé en 2001 par là. Voilà. Et en 2006, encore quelques détails sur vous. En 2006, vous avez créé cette société Watchfrog. Je vais en parler, je vais raconter les histoires. Et pourquoi Watchfrog? C'est parce que c'est un jeu de mots. Encore, Watchfrog veut dire lanceur d'alerte. Et elle, c'est un jeu de mots sur Watchdog, Watchdog, chien de garde. Et Watchfrog, c'est la sentinelle, pour... Voilà. Bon, et pourquoi les lanceuses d'alerte? Parce que déjà, rien que le fait d'écrire ces deux livres, qui sont quand même des sommes de travail énormes, mais accessibles à tous, et le dernier. Le premier est plus académique, il faut le dire. Le deuxième... Voilà, le deuxième est vraiment... ça peut changer votre vie. Hein. Moi, en tout cas, la mienne, elle est déjà tout bousculée en regardant tout ce qu'il faut changer dans notre environnement très quotidien. Hein. Et on est vraiment pollué de partout. Et voilà, le cocktail toxique, il est partout. Et alors, vous pouvez changer, ça c'est la vigilance individuelle, elle est importante, elle insiste là-dessus, mais aussi sur le fait que c'est nécessaire mais insuffisant, parce qu'il faut aussi
cette pression en tant que citoyen sur l'État et sur la Commission européenne, puisque c'est toujours dans le sens penser global et agir local. C'est ça qui est important. Voilà, je cède la parole à cette grande dame de la salle. Merci beaucoup Brigitte et merci à tous. Donc, j'ai prévu quelque chose qui pourrait être un petit peu long. Si je vois que les gens sont dehors, je vais raccourcir. Mais disons que ça me prend à peu près 45 minutes. OK? All right? Donc, ça va? 45 minutes? OK, donc, je vais vous parler donc non seulement du fait sur le cerveau, mais j'ai 3 ou 4 PowerPoint diapositives sur la biodiversité. Et j'espère que vous allez comprendre pourquoi il faut toujours penser en termes de biodiversité, santé humaine, et les deux sont intimement liés. Donc voilà, ça c'est un cartoon qui a accompagné un des premiers articles sur ce sujet dans le monde, où effectivement on souligne que le cerveau de l'être humain, de nous les adultes, est évidemment important, mais c'est surtout le cerveau de l'enfant qui va être responsable de toute notre future société, et que la personne la plus concernée, c'est la femme enceinte. Et j'espère que c'est ça le message principal qui va sortir de cette soirée. Alors, comme Obélix, moi je suis tombée un peu dans le soupe de la perturbation endocrinienne en 2001, quand on m'a demandé d'être expert pour la France auprès de l'OCDE, qui est l'organisme à Paris qui détermine si un produit chimique, les tests qui sont nécessaires pour déterminer si un produit chimique peut être mis sur le marché. Je peux vous dire que je suis allée en reculant. J'étais très bien dans mon laboratoire, je n'avais pas envie de commencer à faire ce genre de choses. Et d'ailleurs, je n'étais pas si convaincue que le problème de la perturbation endocrinienne valait la peine qu'on passe beaucoup de temps là-dessus. Qu'est-ce que j'ai changé d'avis? Le jour même, vraiment, le jour même que je suis sortie de cette réunion, je suis allée toquer, le lendemain disons, sur la porte du CNRS et du muséum, et j'ai demandé de l'argent pour voir si je ne pouvais pas mieux faire que les tests qu'on était en train de regarder. Et donc je suis un des 2 cofondateurs de la société Watchfrog, mais j'aime bien dire que c'est très important de dire que je ne reçois aucun salaire ni aucun frais de consultant. Alors, qu'est-ce que c'est un perturbateur endocrinien? C'est une substance ou un mélange de substances qui va modifier notre système endocrinien. Alors, système endocrinien, c'est nos hormones, ok? Les hormones, on va voir, j'ai une diapo sur ça. Et par conséquent, induit un effet adverse. Moi, j'aime bien utiliser le terme qui brouille les informations entre nos cellules. Et ces informations sont importantes à tout âge, mais surtout chez l'enfant à naître et chez le petit-enfant. C'est un peu comme l'interférence sur la radio ou les hackers de l'Internet. Alors, si on va parler de perturbation endocrinienne, il faut quand même savoir qu'est-ce que c'est des glandes endocriniennes. Alors, vous en avez beaucoup. Vous avez l'hypothalamus à la base du cerveau, aussi la glande pinéale qui produit la mélatonine, et l'hypothalamus va contrôler la production de beaucoup d'hormones au niveau de l'hypophyse. Et aussi les glandes endocriniennes vont avoir des actions de rétroaction au niveau de l'hypophyse. Donc déjà on commence à voir la complexité, le cerveau qui va contrôler l'hypothalamus qui contrôle l'hypophyse qui contrôle les glandes endocriniennes, et tout le monde interagit. Donc ces communications sont extrêmement importantes. Alors, le foie est même une glande endocrinienne dans un sens, le pancréas évidemment, évidemment les ovaires et les testicules, mais moi je vais parler aujourd'hui
quasiment que de la thyroïde. Et pourquoi? Une femme sur 8 va souffrir d'un problème de la thyroïde. Je ne vais pas vous demander combien dans cette pièce souffrent. Moi, je peux déjà lever la main. Toutes les glandes endocriniennes sont importantes, mais malheureusement, on sait qu'on peut vivre sans ces gonades. Les malheureux eunuques nous ont bien démontré ça, mais on ne peut pas vivre sans hormones thyroïdiennes. Trop d'hormones thyroïdiennes, on meurt d'une crise cardiaque, pas assez, on meurt de léthargie et finalement, l'hormone thyroïdienne va gouverner tout notre métabolisme. C'est pour ça que si on a trop d'hormones thyroïdiennes, avant d'être traité, on va perdre du poids. Si on n'a pas assez d'hormones thyroïdiennes, encore avant d'être traité, on va gagner du poids, on va être déprimé. Ça affecte à la fois notre métabolisme, mais aussi notre cerveau. Mais c'est surtout, il est connu pour les rôles des hormones thyroïdiennes dans le développement du cerveau. J'y reviendrai. Alors, ceci c'est le seul diapositive qui est un petit peu scientifique dans le sens que ici on a une cellule. Ici on a le noyau de la cellule. Okay? Vous savez tous que des gènes qui sont composés de l'ADN, il y a de la transcription qui produit l'ARN, qui produit le protéine. Je crois que tout le monde aujourd'hui sait ADN égale ARN égale protéine. Mais comment cette transcription est contrôlée par énormément de facteurs, et parmi ceux-là vont se trouver des groupes de récepteurs nucléaires qui incluent des récepteurs pour les hormones thyroïdiennes, thyroid hormone receptor en anglais. Et ils vont lier les hormones thyroïdiennes, le T3 dans ce cas-là, et activer ou réprimer la transcription des gènes. Mais vous pouvez imaginer qu'il y a beaucoup de produits dans notre environnement, et je vais vous le montrer, qui interfèrent, qui peuvent prendre soit la place de l'hormone thyroïdienne au niveau des récepteurs ou ailleurs dans le corps, et ils vont donc bloquer ou suractiver la transcription des gènes. Moi, j'aime bien utiliser le métaphore que ces produits chimiques, ils ont en quelque sorte une autoroute pour aller directement, parce qu'ils passent dans nos cellules, ils passent directement dans nos cellules, ils ont une autoroute pour aller directement au niveau du contrôle même de la transcription des gènes. Et là, je ne vais même pas parler aujourd'hui d'épigénétique, mais je suis sûre que si on a le temps, on peut prendre des questions sur l'épigénétique. Parce que l'hormone thyroïdienne va utiliser des mécanismes épigénétiques pour moduler l'expression des gènes. J'arrête avec la science. Grosso modo, on reviendrait de temps en temps. Alors, les perturbateurs endocriniens, ils ne peuvent pas être réglementés comme des autres substances parce qu'ils ne sont pas comme des autres substances. On a souvent des effets non monotoniques. On ne peut plus dire que c'est le dose qui fait le poison, comme on avait dit au XVIe siècle. C'est-à-dire, on pensait que si on n'avait pas beaucoup, il n'y avait pas d'effet, et quand il y en avait beaucoup, il y avait un effet. Mais ce n'est pas le cas. On a donc des effets à faible dose. Et donc, on n'a pas un seuil très, très clair avec les perturbateurs endocriniens. Et surtout, on a des effets des mélanges, parce qu'il y a beaucoup de mélanges qui peuvent interagir entre eux. Alors, que sont ces perturbateurs endocriniens? On a des pesticides, des résidus médicamenteux, parce qu'ils vont se trouver dans l'eau, etc. Des solvants qu'on va utiliser pour pas mal de choses, même dans la maison, on va utiliser beaucoup, mais c'est surtout dans les composants industriels. Les produits dans le ménage, donc surtout les produits de soins personnels, c'est très inquiétant, les cosmétiques, et évidemment les métaux. Alors aujourd'hui, moi je suis particulièrement préoccupée par les pesticides et par les produits ménagers et les soins personnels, parce que c'est cela qu'on va trouver, mais évidemment il y a des composants industriels, et les métaux comme le plomb et le mercure, évidemment. Il y a beaucoup de choses. Alors, on fait un peu d'histoire. D'où viennent tous ces produits? Ben, beaucoup de ces produits sont quand même produits... les pesticides ont vu un grand essor
pendant la Deuxième Guerre mondiale et après. Donc on a eu une augmentation de la quantité de pesticides qui ont été mis sur le marché parce que ça permettait de lutter contre des maladies qui étaient assez fréquentes lors de cette Deuxième Guerre mondiale. Et il faut dire que Paul Muller, qui a trouvé la formule du DDT, a eu le prix Nobel de médecine quelques années plus tard. Mais depuis 1940, il y a eu 1,8 million de tonnes de DDT produites et on faisait vraiment un énorme épandage. Il y a des photos, j'en ai pas montré, mais vous voyez des gens assis dans des salles pendant que les gens épandent le pesticide sur les murs, etc. Alors, c'est grâce à Rachel Carson qui a écrit Printemps silencieux en 1962. Elle est morte 3 ans plus tard d'un cancer du sein, qui n'était peut-être sans doute pas, on ne sait pas. Mais elle est quand même morte 3 ans après, mais quand même elle a réussi à vraiment avoir un retentissement extraordinaire avec ce livre qui est très bien choisi comme titre, Printemps silencieux. Parce que qu'est-ce qu'elle avait observé? Elle avait observé que l'effet de DDT était particulièrement aigu sur les oiseaux et les poissons, pas seulement ceux qui mangeaient des insectes et donc ceux qui étaient dépendants des grandes populations des insectes, mais aussi il y avait des effets directement sur les oiseaux. Et ici on a un exemple du aigle chauve qui est quand même le symbole des États-Unis, et on avait des effets. Elle n'avait pas utilisé le terme de perturbation endocrinienne, mais c'était quand même un effet de perturbation endocrinienne parce que c'était un effet sur le système reproducteur et la minéralisation des coquilles. Et donc les parents s'assoyaient sur les œufs et ils s'écrasaient. Donc évidemment, il y avait une diminution de l'épaisseur des coquilles et des troubles de la reproduction et aussi du comportement. Alors, elle avait déjà dit dans son livre, et ça vaut la peine encore de le lire, que les effets qu'elle observait sur les populations d'oiseaux et les poissons allaient quand même un jour affecter la santé humaine. Alors, très vite dans les années 60, il y avait des gens qui avaient suivi les femmes enceintes et ont pris du sang du cordon ombilical et ils avaient donc regardé le taux de DDT chez ces femmes et ils avaient vu qu'il n'y avait pas trop d'association avec le risque du cancer de sein. Mais ils avaient quand même pris, comme je viens de dire, le sang du cordon ombilical et qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont suivi ces femmes, les filles qui ont été nées, et ils ont vu que les filles qui étaient nées à des femmes qui étaient exposées avaient un risque de 4 fois plus de développer un cancer du sein. Alors, ceci, ça ne se voit pas, c'était en 2016 qu'on a pu démontrer ça, c'est Barbara Cohen. Alors, il a fallu 50 ans pour se rendre compte que l'exposition des femmes dans les années 60 allait avoir une association avec le risque du cancer du sein 50 ans plus tard. Et ceci illustre très 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 bien le concept de... Je crois que tout est... Je ne sais pas, on devrait réduire, mais bon, peu importe. Que ceci illustre que c'est pendant cette vie fœtale et pendant la petite enfance que l'exposition à des perturbateurs endocriniennes, EDC en anglais, représente le plus grand risque. Et on peut avoir donc des effets pendant cette vie fœtale qui vont affecter le développement des maladies chez l'adulte des années plus tard. Ça s'appelle l'origine fétale des maladies chez l'adulte. C'est devenu une phrase très régulièrement utilisée en médecine. Donc, c'est ça le message important. Le développement fœtal est une période critique d'exposition. Et
c'est pendant ce temps-là qu'on sait qu'il y a un rôle très important pour les hormones thyroïdiennes pour le développement du cerveau. Mais il n'y a pas que le développement du cerveau, on sait qu'aujourd'hui, on a énormément de problèmes de fertilité. Un couple sur 6, la qualité du sperme se réduit de moitié en 50 ans. Le crypto-orchidie, c'est le fait que les testicules ne descendent pas. Une femme sur 8 développe un cancer du sein et surtout plus de risques si elle a été exposée in utero à des pesticides, etc., etc. Et ce qui me préoccupe en relation avec le rôle des hormones thyroïdiennes pour le développement du cerveau, c'est que les maladies neurodéveloppementales connaissent une augmentation exponentielle. Et tout ceci se fait en même temps qu'il y a, depuis le temps de Rachel Carson a écrit son livre en 62, et bien depuis 70, il y a eu une augmentation de 300 fois de la production de l'industrie chimique. 300 fois, que ce soit dans les régions développées ou dans des économies en transition, comme on dit. Et ça, c'est les données des Nations Unies. Et très, très, très peu de ces substances ont subi des tests comme il faut. On estime que 50 000 sont produites à plus qu'un tonne par an, mais on sait actuellement sur la liste de REACH. REACH, vous savez ce que c'est? C'est la régulation, évaluation et autorisation des produits chimiques, et donc c'est ECHA, le European Chemical Agency, qui détermine quel produit doit être sur la liste. Aujourd'hui, il y en a 143 000 substances. Donc, ça, c'était produit en 2010, aujourd'hui. Et ça n'inclut pas les pesticides. Et ce n'est pas étonnant, donc, qu'on a une augmentation de l'incidence du cancer du sein. Beaucoup de gens vont dire, c'est parce qu'on le cherche, il y a plus de dépistage, mais l'incidence de la cancer des testicules subit aussi une très forte augmentation. Et là, je peux dire qu'un jeune homme qui a 30 ans, il n'y a pas de dépistage pour le cancer du sein, donc cancer du testicule. Donc vraiment, c'est totalement indépendant du dépistage. Et ce qui m'inquiète le plus, c'est évidemment, c'est pour ça que l'augmentation faramineuse des maladies neurodéveloppementales. Et ici, on a la courbe de l'autisme aux États-Unis. Et c'est ici. Excusez-moi, c'est autisme? Oui. Autisme. L'autisme. Oui, c'est ce que je viens de dire. OK. Alors, cette augmentation, encore, beaucoup de gens vont dire c'est parce qu'il y a plus de changement de diagnostic. Ou il n'y a pas eu de changement de diagnostic entre 1990 et 2007. Les données ici étaient prises 4 ans avant qu'ils aient été publiés. Donc les données ici étaient 2010 et ici 2012. Et donc les changements de diagnostic étaient en 2013. Mais bon, on ne va pas chipoter sur ça, on peut en discuter après. Donc cette augmentation s'est vue pendant un temps où il y avait pas de changement de diagnostic. Alors, beaucoup de monde passe du temps à regarder, il y a toujours eu des histoires de vaccination, est-ce que c'est la vaccination, est-ce que c'est ceci? La personne qui a donné l'idée que ça pouvait être la vaccination a été rayée de l'ordre des médecins, ok? Et je peux raconter l'histoire. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est que 40-50% des enfants diagnostiqués autistes, ok, ont des QI de moins de 70, ce qui est quand même intellectuellement déficient. Et en même temps, on a une augmentation faramineuse des déficits d'attention et hyperactivité. Aux États-Unis, 14% des garçons seraient atteints de cette maladie. Encore là, il y a des gens qui disent « Oh, mais c'est parce que il y a des compagnies pharmaceutiques qui veulent vendre le Ritalin. » Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Ritalin. Je ne sais pas aussi si vous avez des collègues ou
des gens qui ont des enfants qui souffrent de cette maladie, ben, moi j'en ai et je peux dire que sans cette Ritaline, ces enfants ne peuvent pas suivre à l'école. Donc c'est un vrai besoin. Et voilà, comme a dit Linda Birnbaum, une directeur des instituts de santé environnementale aux États-Unis, bah, c'est pas si étonnant que ça. Nous sommes tous exposés à des centaines de produits. Nous vivons dans une soupe chimique. Alors, j'avais dit qu'il n'y aurait pas beaucoup de science, mais il y en a quand même un peu. Parce que plusieurs de ces produits industriels sont des dérivés halogénés. Ça veut dire qu'ils contiennent le brome, le fluor et le chlore. Et ce qui est inquiétant, c'est que les hormones thyroïdiennes contiennent aussi un halogène, c'est l'iode. OK? Et l'iode et les hormones thyroïdiennes sont essentiels pour le développement du cerveau. Et vous avez tous entendu parler des crétins des Alpes. Et pourquoi vous avez plus de crétinisme dans les Alpes? Parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'iode. Vous avez tout. C'est pour ça que dans les années 1850, la France, qui a donc quand même l'iode a été découvert en France, ici à Paris, il y a 200 ans, et heureusement 50 ans plus tard, quelqu'un d'autre a découvert qu'il y avait une source de sel iodé, et donc on a commencé à donner du sel iodé. Et encore aujourd'hui, on sait qu'on a appris à doser les hormones thyroïdiennes, et donc chaque enfant qui naît en France et ailleurs dans le monde, et ceci depuis maintenant des années 70, tout le monde, et tous les enfants qui naissent sont testés pour savoir s'ils ont assez d'hormones thyroïdiennes pour assurer le bon développement de leur cerveau. Et ceci est fait parce que sans un minimum d'hormones thyroïdiennes, au bon moment, un tétard ne peut pas venir une grenouille. Ça inquiète pas trop les cliniciens. Mais un bébé humain va devenir un crétin s'il n'a pas assez d'hormones thyroïdiennes. Et c'est pour ça qu'on teste chaque enfant qui naît pour savoir s'il a assez d'hormones thyroïdiennes. Alors, la maladie du crétinisme a été quasiment éliminée en France grâce à ces tests. Et donc, mais il faut quand même se souvenir qu'un crétin sévère, avait un QI d'à peu près 35 et pouvait avoir, mais plus souvent, était autour de 60, 70, etc. Alors, on pourrait penser que, OK, problème réglé. Mais, dans les derniers 20 ans, on a fait quand même des découvertes extraordinaires. Et une de ces découvertes, c'est que l'hormone thyroïdienne est critique avant la naissance. Et on ne le savait pas. Les taux d'hormone thyroïdienne chez la mère sont déterminants pour le QI de l'enfant à naître et son risque d'autisme. Et cette couverture de Time Magazine, ça rappelle un petit peu ce qu'on avait dit tout à l'heure, cette origine fétale des maladies chez l'adulte. Et c'est pour ça que Time a insisté sur comment les premiers 9 mois de votre vie vont affecter votre santé pendant toute la vie. Et bien, pour les hormones thyroïdiennes, c'est les 3 mois. Et c'est cette période où beaucoup de femmes ne sauront même pas qu'elles sont enceintes. C'est pas une critique, mais qu'on va boire un petit peu, on va fumer un petit peu, etc. Et tout ça, ça affecte les hormones thyroïdiennes, malheureusement. Et donc, évidemment, toute la période fétale est importante. Ce n'est pas que je suis en train de dire que c'est que les premiers 3 mois et après. Mais non, c'est les premiers 3 mois qui sont particulièrement critiques parce que le fœtus n'a pas lui-même son propre thyroïde. Et il est totalement dépendant des hormones thyroïdiennes chez sa mère. Et c'est malheureux parce que pendant ce temps aussi, on sait que toute femme enceinte est exposée à des centaines de produits chimiques. Et beaucoup de ces produits chimiques, je vous rappelle, sont halogénés, donc ils vont pouvoir interférer avec les hormones thyroïdiennes qui sont si importants pour le développement du cerveau de l'enfant.
vous avez tous entendu parler du bisphénol A, des phthalates, des pesticides, les retardateurs de flamme. Et on a des études en France, mais on a aussi des études aux États-Unis. Et là, ici, donc, avec Jean-Baptiste Fini, donc, au laboratoire, on a pris une étude qui a été faite aux États-Unis où ils avaient mesuré 54 femmes et ils avaient montré qu'en minimum, chaque femme était exposée à peu près 33 produits chimiques sur les 160 qu'ils avaient utilisés. Okay? Parce que ça coûte très cher de mesurer les produits chimiques dans le sang ou les urines de quelqu'un. Ça coûte très cher. Donc on va se limiter dans les plupart des études à une douzaine, 2 douzaines, 3 douzaines. Là, ils avaient quand même allé pour certains produits, mais ici, le courbe est fait sur 52 produits chimiques et on voit que sur les 52, il y avait une trentaine qui étaient présentes dans chacune des femmes. Plus inquiétant, c'est que sur toutes les femmes, il y avait 15 produits qui étaient toujours présents. Et ça, c'est des femmes enceintes, aussi bien que les femmes qui n'étaient pas enceintes. Et ce que Jean-Baptiste a fait dans le laboratoire, c'est que on a cherché, avec toute l'équipe, on a cherché des valeurs sur ces 15 produits et on a cherché d'autres publications qui montraient les taux qui étaient dans le liquide amniotique humain. OK? Et donc, heureusement, il y avait pas mal d'études et on a vu que le bisphénol A était présent dans le liquide amniotique, le triclosane, le bisphénone qui est un filtre UV, des phthalates qui sont produites ou qui sont utilisés dans la manufacture des cathéters et des poches de sang, évidemment les bouteilles plastiques, les pesticides, même ceux sur lesquels on a légiféré il y a 50 ans, le DDT, son métabolite, c'est le DDE, les HCB, les produits perfluorés, qui sont donc les surfactants, qui sont dans les poêles Teflon, etc., les métaux lourds, les produits halogénés comme les PCB, qui ont été aussi légiférés contre eux il y a déjà 50 ans. Alors, ça peut être représenté un peu comme ça. L'enfant, il va mijoter pendant ces 9 mois. C'est pas terrible comme image, je sais, ça fait un peu peur, mais malheureusement, c'est la réalité. Et donc, vous avez votre enfant, l'enfant à naître qui a besoin de cette hormone thyroïdienne pour le développement de son cerveau. Vous avez le BPA, vous avez des retardateurs de flamme. Le BPA n'est pas substitué en halogène, mais un retardateur de flamme très commun est substitué en brome. Et regardez, ici on a l'hormone thyroïdienne avec ses atomes d'iode. Et ici on a un retardateur de flamme avec le brome. Et évidemment, qu'est-ce qui nous fait peur, c'est que ça peut prendre la place de l'hormone thyroïdienne et interférer avec le développement du cerveau. Oui, on a compris. Hein? Donc, la question qu'on s'est posée, c'est combien de ces produits interfèrent vraiment avec les hormones thyroïdiennes? Qu'est-ce qu'ils vont faire sur le développement du cerveau, la production des neurones? Et est-ce qu'on peut les identifier? On avait déjà notre méthode pour les identifier. On avait donc utilisé nos tétins fluorescents dont Brigitte avait parlé en début de soirée. Effectivement, c'est quand même fascinant qu'une fois que l'évolution a trouvé l'hormone thyroïdienne, rien n'a été changé, pas un seul atome a été changé pendant 500 millions d'années. Bon, pour être plus exact, c'est plutôt 460 millions d'années. Mais, OK? Mais, OK, on ne va pas chipoter sur quelqu'un. OK? 500 millions d'années, donc un poisson
un batracien, un amphibien, un oiseau, un serpent. On a tous, et l'être humain, une souris, on a tous exactement la même hormone thyroïdienne. Une fois que l'évolution a trouvé la manière de faire ça, gardez la même chose. Et le voilà, exactement la même. Et donc, nous, on a pris un tétard fluorescente et on a mis un gène qui est sensible aux hormones thyroïdiennes. Donc, et on a fait un tétard qui s'allume ou qui s'éteint quand il y a trop de polluants dans l'eau. Et ceci, c'est l'hypothalamus que j'avais introduit au début. L'hypophyse, en anglais, ça s'appelle le pituitary. Donc, hypothalamus, hypophyse, la thyroïde. Il y a énormément d'endroits, la distribution dans le sang, la désiodation, le foie qui va métaboliser, l'excrétion dans le bile, et puis évidemment le cerveau et les différents neurones. Et on sait qu'à chaque niveau, il peut avoir une interférence avec les hormones thyroïdiennes. Et nous, on a donc pris notre petit tétard, on a mis un gène qui répondait très bien aux hormones thyroïdiennes et couplé ça à cette protéine fluorescente de GFP. Et regardez donc notre petit tétard qui s'assoit sur une pièce de 1 cent. Donc, vous pouvez imaginer qu'on peut quand même faire beaucoup de criblage avec ces petits tétards dans des puits. Dans des plaques qu'on peut quasiment le robotiser aujourd'hui. Et avec cette méthode, donc on a utilisé nos tétards, on a pris le mélange qui a été trouvé dans le liquide amniotique des femmes enceintes, les 15 produits qui se trouvent donc chez toutes les femmes enceintes dans le liquide amniotique. Et on a juste exposé les tétards pendant 3 jours à ce mélange avec ces concentrations trouvées dans le liquide amniotique. Et on a vu que pas grande surprise, ça perturbe la signalisation par les hormones thyroïdiennes. Ça modifie le nombre de neurones, le nombre de cellules neuronales et le nombre de cellules gliales, c'est-à-dire les cellules qui soutiennent. Et ça change le comportement des tétards et ça affecte la mobilité. Alors, est-ce qu'il y a des effets sur l'être humain? Je vous ai déjà montré les courbes d'augmentation de l'autisme et la ADHD, les troubles d'attention. Mais il n'y a peut-être pas que ça, il y a peut-être, autre que les maladies neurodéveloppementales, il y a peut-être aussi des pertes d'intelligence qui peuvent être mesurées par les tests de QI. Alors, avant que tout le monde crie, les tests de QI, ça montre ceci, ça montre cela, mais il y a différentes formes d'intelligence, etc. Mais c'est quand même le seul moyen qu'on a aujourd'hui de standardiser. Et il faut dire qu'il y a eu des tests de QI qui ont été faits sur les conscrits en Finlande ou en Danemark, où ils ont toujours le service militaire, et qui sont, ils sont ce qu'ils sont, mais on voit quand même une diminution des taux de réussite dans ces tests depuis les fins des années 90. Mais ce qui m'a surpris le plus, c'est cet article-ci. Est-ce que les gens à l'époque victorienne étaient plus intelligents que nous? Alors, vous allez me dire, et j'espère que vous avez déjà réfléchi, mais il n'y avait pas de test d'intelligence à l'époque victorienne. Et c'est juste. Il n'y en avait pas. Mais qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait le cousin de Charles Darwin, qui est, pardon? Le neveu, Charles Dornay, Edouard Dornay. Non, ça c'est Freud, ça c'est le qui avait qui allait donc dans des foires scientifiques et il mesurait le temps de réaction des gens. Alors, les gens payaient, comme aujourd'hui on paye pour avoir une app qui va mesurer combien vous avez marché, combien vous avez couru tous les jours. Là, les gens payaient pour avoir le temps de réaction mesuré. Et donc, le système était qu'il y avait une lumière, un pendule qui passait devant la lumière, il devait appuyer sur un bouton.
ou un son, et il devrait aussi appuyer sur un bouton. Alors, à partir de ces... Alors, ce qu'il n'avait pas était la possibilité, tous les ordinateurs qu'on a aujourd'hui, de comparer tous ces résultats. Il avait accumulé des milliers, littéralement des milliers de résultats. Et c'est 100 ans plus tard, littéralement, parce qu'il avait fait ça en 1890, donc en 1990, les gens ont pris ces données parce que c'était parfaitement, tout était bien enregistré dans des livres, et ils ont refait des calculs, et à leur grande surprise, 14 points de QI de perdu entre les temps de réaction en 1890 et les données au début du XXIe siècle. Alors, comment on peut calculer un QI à partir d'un temps de réaction? Ben, c'est assez compliqué, mais il y a des gens qui le font et c'est bien défendu l'idée, parce que vous pouvez imaginer que la vitesse auquel vous lisez quelque chose et la vitesse auquel vous allez assimiler une information, c'est quand même une vitesse qui reflète votre intelligence. Et, petit peu de science quand même, tout ceci est dépendant de la couche de myeline qui se pose autour de vos grands neurones. Vous avez entendu parler de cette couche de lipides qui accélère la vitesse de la transmission neuronale. C'est la myeline. Et quand est-ce que la myeline est apparue lors de l'évolution? C'est avec les hormones thyroïdiennes. Il n'y a pas un processus plus sensible aux hormones thyroïdiennes, il y en a beaucoup dans notre cerveau, mais parmi les autres, la myélinisation, le processus de la mise en place de cette couche de lipides est très dépendant des hormones thyroïdiennes. Donc, quand moi je vois une augmentation du temps de réaction, je pense à un problème de myélinisation. Et bon, c'est un peu compliqué ça aussi, mais on va sauter sur ça. Mais il faut juste imaginer qu'est-ce qui va se passer si on a un QI de 100 et puis s'il y a une toute petite perte d'intelligence. Ici, on va parler juste de 5 points de QI. Donc, on a un déplacement à gauche du courbe. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Au lieu d'avoir 6 millions d'enfants doués, on va avoir que 2,4 millions d'enfants doués. Et au lieu d'avoir 6 millions d'enfants qui auraient des problèmes qui auraient besoin d'aide à l'école, on va avoir 9 millions. Donc, on déplace tout. Et vous pouvez imaginer qu'est-ce que ça... Et aux États-Unis, on a vraiment des données sur ça. Le nombre d'enfants, le courbe d'autisme montre très bien que 50% de ces enfants peuvent avoir des QI plus faibles. On y est, quoi. Et on a montré facilement 5 points de QI, de points de déficience en IA, ça peut aller jusqu'à 18 points de QI. Évidemment, le hypothyroïdisme maternel, les PCB, le plan de mercure, les pesticides, etc. Et on a peu de données sur les effets des mélanges. Et avec Leo Trasande de New York School of Medicine, on a calculé le coût pour la perte de QI avec que 3 produits, un pesticide, un retardateur de flamme et un phthalate. Et on a trouvé que c'était pour l'Europe 132 milliards par an. Et à vrai dire, c'était plus près de 150, mais ça c'était l'estimation le moins élevée. C'était vraiment, on a été très conservateur dans notre estimation là. Et on a su que par les différentes classes de produits qu'on regardait, que c'était les pesticides en Europe qui étaient les plus responsables de ce perte de QI et de cette augmentation des maladies neurodéveloppementales. Alors vous allez me dire, mais les pesticides, c'est les choses les plus sûres qu'on a ils sont hyper bien testés.
Je dois dire que moi, quand même, quand j'ai commencé dans ce domaine, j'interagissais avec les gens aux États-Unis, par exemple le EPA, the Environmental Protection Agency, et ils me disaient oui, on prend toujours les pesticides comme notre base parce qu'il y a les plus de données, ils sont les plus connus, etc. Ok, d'accord, ça veut dire qu'ils sont. Eh bien, même l'EFSA, les European Food Safety Authority, qui est plutôt assez frileux pour dire qu'il y a un problème avec les pesticides, ils ont quand même examiné 287 dossiers de pesticides sur le marché pour regarder spécifiquement les effets neurotoxiques ou les effets sur l'activité de la perturbation de la thyroïde. Et ils ont trouvé que 101 affectaient la thyroïde et 97 autres avaient des effets neurotoxiques. C'est-à-dire plus que 200 sur 287. Ils sont sur le marché. Alors, il n'y a pas que nous qui sommes concernés. On peut faire le boucle là. Rachel Carson avait commencé avec ses oiseaux. Puis elle avait prédit qu'il y aurait des effets sur la santé humaine. Mais il y a et donc, on est quand même un animal. Nous sommes des animaux. Et on est fonction de notre environnement, donc ce n'est pas étonnant de voir qu'il n'y a pas que nous qui avons des problèmes. Avec Sabrina Grief, on a vu qu'il y a des chimpanzés elle étudie les chimpanzés dans un parc naturel en Ouganda, mais comme il y a des fermes autour du parc, les chimpanzés vont aller piquer le maïs et d'autres produits dans les fermes autour, parce que c'est plus facile, et ils ne sont pas bêtes, et donc ils ont des taux de pesticides dans les urines qui sont faramineux, et les bambouins, comme les chimpanzés, commencent à montrer des signes de déformation faciale, qu'on voit aussi avec le crétinisme. Le crétinisme est très... Il y a des changements du visage. Un ami, Vincent Laudet, a aussi vu des effets sur des poissons, les poissons clowns. Et lors de ceci est dépendant des hormones thyroïdiennes, la transition entre l'océan, ils mangent sur les corails et ils vont dans la lagune. Et tout ce processus est dépendant des hormones thyroïdiennes. Et là aussi, on voit des effets très marqués sur le développement de ces poissons. Et aussi sur les oiseaux migrateurs, c'est une histoire absolument très triste. Qui se souvient des nombres d'hirondelles comme ça? Moi, personnellement, je vais souvent dans une petite maison en Bourgogne. Il y a 20 ans, il y avait ce genre d'images. Je peux vous dire qu'il faut les compter maintenant. Et ceci, c'est pas ni l'un ni l'autre sont des très bons modèles pour l'étude biologique, mais notre ami le Letourneau est très bien parce que lui aussi, il suit les migrations. On peut étudier comment il s'oriente en fonction des taux de PCB ou de pesticides, et on en voit que ces oiseaux migrateurs sont non seulement affectés par le changement climatique, mais aussi la perturbation endocrinienne. Que peut-on faire devant cette tableau si triste? On peut et on doit. Et on peut agir en tant que citoyen, on peut agir en tant que consommateur, on peut exercer un effet. Les gens, on s'est bien démontré, les Européens ne voulaient plus d'antibiotiques dans la viande qui venait des États-Unis. Vos voix ont été entendues. Donc vraiment, il faut. Mais en attendant, c'est surtout cette période des jeunes femmes qui vont faire des enfants et qui font des enfants. Ici, c'est un exemple d'un pamphlet qui a été produit au Danemark, Danish Ministry of the Environment, qui font ça dans différentes langues déjà. On n'a pour le moment pas quelque chose d'aussi équivalent en France. Et donc, vous attendez un enfant, et voilà, on va vous donner des conseils sur les produits chimiques. Et une des choses qu'ils disent, c'est qu'il faut utiliser le sel iodé.
Donc on peut éduquer les femmes, on peut les dire, ne pas utiliser trop de cosmétiques, ne pas utiliser essayer de manger bio, etc. Il y a plein de petites choses qu'on peut faire, mais avant tout, il faut protéger tout le monde parce qu'il y a des femmes qui vont pas lire ça ou vont pas considérer que c'est important. Il y a des femmes qui ne peuvent pas manger bio parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'argent, etc. Il y a des gens qui n'ont pas le temps de préparer la nourriture eux-mêmes, etc. Donc il faut protéger toutes les classes de la société, il faut légiférer. C'est d'ailleurs ce qu'avait prévu le gouvernement, le Parlement européen. Ils avaient fait des résolutions qui ont été votées dès la première présentation. Et ceci est un texte qui a été tiré de... Ils avaient vu, considérant les 20 dernières années, les maladies et troubles hormonaux ont augmenté chez l'homme, baisse de qualité de toutes les choses qui ont bien été documentées, puberté précoce, je n'en ai pas parlé, c'est un cancer, troubles métaboliques, pathologie neurologique, dégénérative. Ça, je n'ai pas beaucoup parlé, mais vu l'âge dans la salle, et de plus là, et mon âge aussi, il faut être quand même, pardon? Ah, évidemment, oui. Il y a très peu d'études qui ont été faites sur la démence et l'Alzheimer. Alors, comme je me proche, je me sens particulièrement concernée que ça peut vraiment, et pas mal de médecins me disent, mais ok, vous regardez beaucoup des maladies du développement, l'autisme, mais est-ce qu'on a des données sur les maladies dégénératives? Et on n'en a pas. Chaque chose dans son temps, le système immunitaire et l'épigénétique. Je n'ai pas parlé, mais si vous voulez, on peut en parler dans la discussion. Et qu'est-ce qu'ils avaient dit? Qu'ils voulaient qu'avant le 1er juin 2015, qu'on fasse une législation pour réduire l'exposition humaine et en particulier les groupes vulnérables que sont les femmes enceintes, les bébés, les enfants, les adolescents aux perturbations endocriniennes. Ça, c'est le Parlement européen. C'est le Parlement. La Commission a traîné. Ils ont été condamnés en justice parce que, bon, anyway, on peut rentrer dans les détails. Et donc, la conclusion a été de réduire l'exposition de toute la population européenne aux perturbations endocriniennes. Et c'est pour ça que, au fur et à mesure que moi je faisais mes études dans mon petit laboratoire, que je voyais toutes les substances qui affectaient la signalisation thyroïdienne, que j'ai dit, bon, il va falloir quand même écrire quelques livres. Voilà, et merci pour votre attention. Bon, maintenant, vous êtes très nombreux pour poser des questions, mais s'il y en a, soyez succincts, s'il vous plaît. Ouais. Je vois déjà 3, donc monsieur le premier, après c'est vous et après c'est madame. Okay. Oui, je voulais préciser certaines choses, notamment en ce qui concerne le temps de réponse de quelqu'un vis-à-vis de situations dangereuses. Ah oui, tout à fait. Par exemple, en cas de difficulté de conduite, vous avez besoin de réagir très vite. Est-ce que Cette perturbation endocrinienne et le temps de réaction pourrait avoir un effet sur ça? Oui. Au même titre que le cannabis, Ah oui, tout à fait. l'alcool, etc. Oui. C'est une chose à prendre en considération. Alors, oui, tout à fait. Donc, les gens qui... Jamais on a fait des études sur le temps de réaction des gens en fonction... Bon, on sait que l'alcool ralentit le temps de réaction. Et l'alcool, on sait... Et les drogues aussi. Oui. Tout à fait, monsieur. Vous avez raison. Donc, ponctuellement, oui. Oui. Après, donc, d'abord madame et ensuite vous. Oui. OK. Ma question était, vous nous avez expliqué tout à l'heure qu'une maman qui aurait un défaut d'iode durant sa grossesse impactait la santé de son enfant à venir. Oui. Est-ce que cet enfant qui hérite du défaut, du manque d'iode de sa maman, est-ce qu'on peut casser cette chaîne? Qu'est-ce que ça donne sur la génération suivante? Je ne sais pas si je me suis bien exprimée. Oui. Disons que votre question, je vais l'illustrer d'une autre manière. Quand j'ai montré ces
ces diapositives parce que je les utilise souvent et des fois c'est pour la science. Il y avait des épidémiologistes dans la salle et un des épidémiologistes m'a dit, quand j'ai vu votre dia, j'ai pensé à 3 générations parce que c'est pas que toi, moi, c'est parce qu'il y a la mère qui est exposée, l'enfant qui est exposé et les cellules germinales de l'enfant. OK? Donc vous avez 3 générations, bam, d'un coup. Et donc, et on a démontré par les études épigénétiques que non seulement il y a des cellules germinales qui peuvent être affectées, mais il peut avoir c'est assez complexe, là on va rentrer dans les détails de comment l'ADN garde ses marques, mais il est clair qu'on a des choses qui passent plusieurs générations. Voilà. Dans ce contexte, vous pouvez préciser ce que vous voulez dire par les études épigénétiques, c'est quoi? Ben, l'épigénétique est là. Bon, vous avez tous entendu des mutations dans l'ADN qui sont associées des fois à l'augmentation des cancers, parce que l'ADN est endommagé. Or, l'épigénétique est une modification d'une expression de gènes indépendant des mutations. C'est-à-dire, on va changer l'expression des gènes et donc moduler ceci pendant... Et on peut, ces modifications épigénétiques peuvent durer plusieurs générations. Une mutation peut aussi être transmise de mère ou de père en fille. D'autres mutations sont introduites pendant la période de grossesse. D'autres mutations sont induites parce que la spermogénèse, ça continue toute la vie d'un homme. Tandis que pour une femme, elle a ses stocks de ovocytes. Okay? Donc, lors de la spermogénèse, c'est pour ça que l'autisme a été associé quand même avec l'âge du père plus qu'avec l'âge de la mère. OK? Mais donc, indépendant de ces mutations, il peut y avoir des modifications de l'expression des gènes dues à des changements épigénétiques. Alors, que sont ces changements épigénétiques? C'est le changement de l'activité du gène. Vous vous rendez tous compte que le tétard et la grenouille ont le même génome, mais ils ont des formes extrêmement différentes. C'est comme un papillon qui est une chenille avant. Ils ont exactement le même génome, mais, et d'ailleurs c'est hyper intéressant, c'est le même type de signaux endocriniens qui vont changer l'expression des gènes par des mécanismes épigénétiques et faire en sorte qu'il y a d'autres gènes qui sont exprimés pour qu'on devienne un papillon ou une grenouille. À la naissance, nous avons aussi un pic d'hormones thyroïdiennes. On a aussi des pics avant la naissance, mais quand un enfant naît, il commence à respirer, et il a tout son système de circulation qui change, il y a la maturation du cerveau. Tout ça, c'est dépendant des hormones thyroïdiennes qui sont des signaux épigénétiques. Oui, d'abord, très rapidement, comment ces données sont partagées par l'ensemble des scientifiques, mais la question était la suivante. Pendant la campagne électorale présidentielle, il y a eu une opposition entre Benoît Hamon, qui était un candidat qui voulait réglementer davantage, et puis un représentant des industries pharmaceutiques. Et celui-ci avait trouvé un argument bateau, c'était qu'il y avait la pilule, c'était donc... il y avait donc... Pourquoi pour la pilule on gardait le silence et qu'on voulait réglementer comme justement l'emploi de... Bon, la première chose, c'est que je vais aussi répondre de deux manières.
La première chose, c'est que pourquoi vous pensez qu'on dit à toute femme enceinte de ne prendre aucun médicament pendant sa grossesse? Et d'abord, une femme enceinte ne va pas prendre la pilule. OK? Donc, voilà. Si Benoît Hamon avait pensé à répondre ça, peut-être... Anyway, et tout ça pour dire que, oui, et on a un problème dans l'eau. Il y a des produits de la contraception qui vont dans l'eau, comme il y a des antidépresseurs. Il y a des blagues, vous voyez des cartoons aux États-Unis. Oui, je vais prendre mon médicament et j'ouvre le robinet. Voilà. Et c'est pour ça qu'en Suisse, les gens ont voulu payer pour que... ils payent 10 francs suisses par an par habitation. C'est une taxe par maison. 10 francs suisses par an pour avoir une qualité d'eau meilleure. Je suis sûre qu'en France, ça ne serait pas contredit, quoi. Ouais. Et beaucoup de gens essayent de... d'ailleurs, vous avez le directive sur l'eau qui essaie d'améliorer. Vous avez tous entendu sur les nouvelles les algues en Bretagne, etc. Oui. Je voulais savoir si, pour essayer de minimiser l'impact des perturbations endocriniennes, est-ce qu'il existe des compléments alimentaires qu'on peut prendre pour détoxifier tout ça, pour rajouter... Il y a deux choses. Pendant longtemps, j'ai parlé que de l'iode, parce que chaque femme enceinte doit prendre 150 microgrammes d'iode par jour. Et on peut faire tester son taux d'iodémie avant la grossesse et ses taux d'hormones thyroïdiennes, parce qu'il vaut mieux régler tout problème d'hormones thyroïdiennes avant la grossesse qu'après. Mais on peut aussi prendre du sélénium. Sélénium, parce que le sélénium est nécessaire pour activer les hormones thyroïdiennes, et le sélénium aussi va chelater le mercure et le plomb, et pas mal de choses. Oui. Alors, moi, je suis perdue. Ah, d'accord. Ok, bon, on a 3 ou 4. Alors, allez-y. Ça fait longtemps que... Ah, mais je n'ai pas vu. Bon, ok, on va commencer avec madame, monsieur et madame là-bas. Ok, et vous aussi. Voilà, right. Il y a des gens qui veulent partir. Ok, allez-y. Voilà. Est-ce que dans ces problèmes, cette problématique, les problèmes d'ondes, de portables et de choses comme ça, est-ce que ça rentre dans la même problématique? C'est pas dans le mesure que... Et les micro-ondes. Oui, les micro-ondes, je pense pas si c'est quand même bien fait. Et il y a des gens, après que j'ai écrit Cerveau endommagé, qui m'ont écrit et qui m'ont alerté sur comment la thyroïde pourrait être modifiée par certains appareils électroniques. Donc, mais c'est très peu étudié, mais il y a des données. Et alors, il vaut mieux l'eau du robinet ou l'eau en bouteille? Il vaut mieux que vous demandez à votre fournisseur d'eau de vous donner la qualité de votre eau. Je dois dire que nous, au muséum, on a toujours, on suit très près la qualité d'eau parce qu'on met nos tétards dedans. Et quand on fait des tests, on utilise de l'eau de Vittel en bouteille. Mais quand l'eau du robinet qui est utilisée pour tous les... On a des qualités d'eau qui est quand même pas mal dans le 5e. Non, mais ici, là... Ah, ben ça, je ne sais pas. Et l'eau dans les bouteilles en plastique, dans le Il faut éviter. Nos factures Veolia, nous avons eu le résultat des études qui avaient été faites par l'ARS, l'Agence de santé, sur les études sur notre eau. Et il était noté qu'il y avait à peu près un mois ou un mois et demi où les taux avaient été bien supérieurs. Mais personne ne Nagis? Personne ne il faut regarder. Il faut être vigilant, il faut réagir. Il y avait, en France, on disait quand même l'eau du robinet est même distribuée dans les hôpitaux. Donc, bon. Et l'eau volvée qui est en bouteille plastique. Oui, mais nous, on achète en bouteille de verre. Oui, ok, on a ici, on a 3. Bon, on n'avait pas dit ça. Ok, allons-y. Moi, je voudrais parler de l'exposition
exposition justement aux pesticides. Alors, est-ce qu'il y a une étude sur les populations qui, pour moi, seraient les plus exposées, c'est-à-dire les agriculteurs? Oui, il y en a plein. Oui. Les enfants d'agriculteurs, les agriculteurs, oui. Oui, il y a énormément. Vous avez vu le film de Mantus Cretin ou pas? Question. Là, c'est bien expliqué dedans. Bien expliqué. Monsieur et madame, oui. Je reviens sur la question qu'avait posée ma voisine là, sur les produits qui permettent d'éliminer du corps. Ou de minimiser ou chélater. Oui. Alors, vous parlez du sélénium. Alors moi j'avais entendu parler, c'est une scientifique qui m'a dit ça, la zéolite permettait, les extraits de zéolite, donc on peut trouver en complément alimentaire, permettrait d'éliminer les perturbateurs endocriniens. Est-ce que vous avez entendu parler de ce produit? Non. Je sèche. C'est un minéral. Je ne saurais pas vous dire, mais je vais regarder. Ça permet d'éliminer les métaux lourds déjà à la base. Comment ça s'appelle? Zéolite. Z-E-O-L-I-T-E. C'est un minéral. C'est un mélange, c'est pas un élément. C'est un minéral, c'est une roche. C'est utilisé déjà pour chélater les métaux lourds et ça permettrait aussi d'éliminer les perturbateurs. Moi je prendrais le sélénium. Oui, non, pas pour le moment, mais je vais regarder ça. À quel dosage? Pardon? Non, moi on peut en discuter après. Si vous mangez des maquereaux ou des poissons de mer, vous avez autant d'iode que vous avez du sélénium. C'est une excellente source. Le problème est que si vous êtes végétarien, etc. Pour avoir une action qui est la crise, il faut quand même utiliser des compléments alimentaires. Sans doute que ce qu'on trouve dans l'alimentation est peut-être insuffisant. Oui, on peut en discuter. Madame? Moi, je voulais vous dire que vous aviez... Le mieux, c'est de vous lever parce qu'on entend mieux. Vous êtes la seule. Ben non, la première, c'est vous. Ok, ah oui, c'est vrai. Moi, je voulais vous dire que vous aviez réussi votre coup, vous m'avez fait peur, mais du coup, maintenant, je veux savoir qu'est-ce que je peux faire pour éviter ça. À part manger bio et boire de l'eau en bouteille de verre, je ne sais pas où je vais trouver. Moi, je me pose la question de savoir, la législation, le temps que je l'attende, je peux encore attendre, mais du coup, qu'est-ce que je fais, moi, au quotidien, pour manger sainement? Bon, moi, j'ai des amis qui sont... cyniques, des chercheurs, ils disent il faut dire aux gens d'arrêter de manger. Oui, parce que mais c'est vrai, on ne peut pas éliminer, mais on peut réduire. Les études ont très bien démontré que si on donne la possibilité à des jeunes femmes d'utiliser des crèmes sans phthalate, on diminue immédiatement le taux de phthalate dans les urines. La même chose est montrée pour les... C'est indiqué? Les plus bas, mais il y a des surprises. Mais... Oui, il marque sans parabènes, sans phthalate. Et si vous pouvez préparer votre nourriture vous-même, pas acheter des fromages et du jambon dans du plastique, parce que ça va, surtout les matières grasses, envelopper des plastiques, ça passe très, très, très facilement. Donc, si on peut manger bio, donc préparer, il y a quelqu'un qui a dit, il faut se mettre dans la tête, est-ce que ma grand-mère aura mangé ça? Et c'est un bon réflexe. Est-ce qu'elle n'aurait pas acheté du fromage sous plastique? Elle aurait eu quand même une alimentation plus saine. Ces produits avaient moins de pesticides, etc. Donc, il y a des petites choses qu'on peut faire. Et comme on a dit, prendre de l'iode si on prévoit une grossesse, faire tester ses hormones thyroïdiennes si on prévoit une grossesse, etc. Mais oui, si moi je fais tout ce que je fais, c'est quand même pour qu'il y ait une meilleure législation. Hein.
Il faut protéger tout le monde, parce que vous êtes venus, mais il y a d'autres qui ne sont pas venus. Voilà, monsieur. Il y a derrière quelqu'un. Donc Oui. laissez-nous gérer ça. Oui. Ah bah, je laisse, mais moi je ne vois pas ce qui se passe derrière. Oui, après vous, madame. Ok, excusez-moi. Vous parlez d'effet cocktail ou de mélange. Et pourtant, on a l'impression que chacun, unitairement, est déjà extrêmement dangereux. C'est exact. Sur les 15 qu'on a testés, on avait trouvé 12 qui affectaient les signalisations des ondes thyroïdiennes. Finalement, il n'y a pas besoin de les mélanger pour que ça soit... Non, mais c'est plus représentatif. Que pensez-vous du système Brita? Les Brita, ça va enlever les oestrogènes dans l'eau. Le Brita, les filtres à l'eau que vous mettez soit sur le robinet. Ouais. Mais, donc, ça va enlever certaines. Ça ne va pas enlever du perchlorate, ça ne va pas enlever ceci. Ça va enlever les oestrogènes qui vont se trouver dans l'eau. Mais ça va, si vous êtes très écolo, vous allez dire, mais qu'est-ce que tu fais des filtres à jeter, ça fait du... Non, mais ça se recycle aussi. Oui, j'espère que ça se recycle. Le charbon, c'est la même chose, il y en a, c'est l'équivalent qu'est-ce qu'il y a dans le Brita. Oui. C'est l'équivalent, oui. Le charbon activé, oui. C'est le principe de base. C'est l'équivalent, tout au moins. Oui. Si j'ai bien compris, il y a quand même un effet statistique, c'est-à-dire que tout le monde ne réagit pas exactement de la même manière. Tout à fait, madame. Et je voudrais savoir, dans la population de têtards, est-ce que vous faites des études pour savoir, est-ce qu'il y a des barrages qui peuvent empêcher les têtards de recevoir les perturbateurs ou pas? Parce que avec les têtards, c'est ce que vous faites, non? Vous les mettez dans un liquide où il y a un mélange de perturbateurs, il y en a qui fluorescent et d'autres qui ne fluorescent pas. Est-ce que vous savez pourquoi il y en a qui fluorescent et d'autres qui fluorescent pas? Ben nous, on a quand même une population qui sont assez stables. C'est quand même reproduit dans le laboratoire, donc il n'y a pas les mêmes types de diversité génétique qu'il y a dans la population humaine. Okay? Donc, ils sont beaucoup plus standardisés. On a une variabilité, c'est pour ça qu'on fait des statistiques, mais c'est pas. On sait par exemple que c'est pas tout le monde qui est exposé. Vous voyez très bien avec le tabac. C'est pas tout le monde qui fume qui va développer un cancer du poumon. Hein. Il y a des variations individuelles, mais statistiquement, on sait que le fait de fumer est associé à un plus grand risque de cancer du poumon. Et c'est la personne qui a déterminé, c'est la manière dont on pouvait établir le risque d'une maladie en fonction d'une exposition à un certain produit chimique qui s'appelle Bradford Hill en anglais. Et il a établi une douzaine de critères qui devraient être remplis. Et justement pour la perturbation endocrinienne, on peut voir très bien, il fallait que l'exposition se fasse avant la maladie, ce qu'on a pour toutes les maladies neurodéveloppementales. Pour l'exemple du cancer du sein, le plus fort risque, si c'était la femme, la mère qui a été exposée, on a vu que c'était l'enfant à naître qui avait le plus grand risque. Donc, il y a plein de critères comme ça qu'on peut utiliser pour établir la plausibilité biologique du lien. Si c'est possible. Oui, ok, on y va. Là, je voudrais parler un petit peu des retombées radioactives, de l'iode radioactif, de l'iode 131, 129. Il y a eu Tchernobyl, et puis vers les années 50, il y a eu énormément d'essais nucléaires. Est-ce que ça produit exactement les mêmes phénomènes, c'est-à-dire des mutations génétiques et des cancers? Beaucoup de monde pense qu'il y a eu une augmentation des cancers suite à Tchernobyl. Mais le fait est que si vous regardez bien l'épidémiologie, les statistiques, ça commençait bien avant. Bien avant. Et bon, la France, ils n'avaient pas fait des tests
ici en Oui, France. c'est ça, Ça se rajoute, oui, mais c'est un problème pour les autres, mais voilà. Mais c'est peut-être pour la Russie, c'est peut-être les effets l'explosion nucléaire qui a eu lieu en Iran dans les années 50. Est-ce que ça peut avoir On en parle maintenant occasionnellement, il y a des conséquences encore à ce jour. Et on a parlé, je crois, d'un taux de ruthénium, je ne sais pas du tout ce que c'est, c'est aussi qui est assez élevé dans certaines parties d'Europe et qu'on soupçonne avoir une origine quelque part dans l'Ural où il y a eu cet accident nucléaire. Oui, tout peut s'ajouter, mais je ne pense pas que... Bon, une autre question. Oui. Oui, vous nous avez parlé de baisse de quotient intellectuel et nous entendons actuellement au travers des médias, on nous parle beaucoup d'intelligence artificielle. Oui. Et y a-t-il un lien de cause à effet? Non, mais des fois, je terminais mes topos en disant heureusement qu'on développe l'intelligence artificielle parce qu'on va avoir sacrément besoin. Mais j'ai un peu arrêté de faire ça. Parce que... Mais oui. Et puis il y a d'autres gens. Moi, je me souviens quand on avait présenté les résultats avec Léo Trasande sur les perturbations endocriniennes, on avait fait des conférences de presse simultanées en Bruxelles et à San Diego où on était pour une conférence. Et il y avait eu des journalistes dans la salle qui nous ont critiqués. Ils ont dit mais comment ça se fait? Il ne peut pas avoir moins de gens intelligents aujourd'hui parce que c'est la génération qui nous a donné l'intelligence artificielle, etc. Cherchez l'erreur. L'erreur est parce que, évidemment, quand j'ai montré la courbe de déplacement, il y en a toujours quelques-uns. Et tout ceci est évidemment lié à le fait que pourquoi aujourd'hui on pense à instaurer un universal basic income. Qu'est-ce que c'est? Un revenu universel. Bon, tout ça, il faut quand même le mettre en relation avec une dérégulation des produits chimiques, une dérégulation des marchés financiers. Dérégulation, vous avez utilisé le bon terme. Voilà. Et je crois qu'il est vraiment important de ne pas oublier que les deux vont main en main. Voilà, il y a madame les gens qui n'ont pas posé des questions, donc on va... Je vais peut-être poser une question qui va faire un peu criser, mais je voulais savoir si l'exposition aux perturbateurs endocriniens, donc au stade fœtal, pouvait avoir un impact ensuite sur les orientations sexuelles futures, sachant qu'on a fait des études sur les animaux et qu'on a vu que... C'est une question que j'évite soigneusement. Je voulais juste savoir si... Je ne vais pas répondre. Je vous laisse. L'hypothalamus. Oui, évidemment, il y a des études qui ont été faites. Oui, évidemment. Mais, quand même, je vais prendre le joker, mais il faut quand même dire que c'est des études qui sont on ne peut pas les faire parce que il y a 50 ans, l'homosexualité était interdite, donc les gens ne le déclaraient pas. Donc on ne peut pas le regarder sur l'être humain. Évidemment, les études chez les animaux montrent qu'il peut avoir des problèmes. Et on a les mêmes régulations, mais c'est un sujet qu'on ne peut pas regarder pour des raisons sociologiques. Une émission aujourd'hui sur France Inter, La tête au carré, qui parlait de ce problème. Vous pourriez la réécouter, elle est pas mal. Qui explique que c'est pas du tout ce qu'on pense, enfin généralement. C'est plus complexe. Oui, c'est plus complexe. J'ai vu le film Tous crétins. Demain tous crétins, question. Je voulais savoir, donc c'est un film qui est basé sur Cocktail Toxique. Voilà, en Californie. Et donc il y a des études qui sont faites en Californie, dans certaines régions de Californie, à partir d'enfants et de femmes. Et je voudrais savoir s'il y a des études aussi importantes en nombre en France, parce que si on veut faire pousser si on veut que la législation bouge,
il faut que ça passe par des études, et si possible, pas seulement des études qui viennent d'autres pays. Oui, il y a des études en France, il y a des épidémiologistes, on a des cohortes, et ils commencent à produire des résultats extrêmement importants. Hein, et qui corroborent... Ah oui, tout à fait. Mais ce qu'on n'a pas, c'est des études qui vont regarder au même niveau que l'exposition des pesticides et le ristoautisme. Ça, on n'a pas ça en France. Parce qu'aux États-Unis, on peut le faire très bien, parce qu'il y a des registres d'utilisation des pesticides selon l'endroit. Tandis qu'on sait combien il y en a utilisé en France, mais on ne sait pas exactement où et comment. J'avais vu des études dans le Bordelais, dans des écoles. Des écoles qui étaient tout près des villes. Et les pommes. Les pommes, on a commencé une étude avec les pommes en ce moment au laboratoire. C'est pas triste. C'est pas triste. Hein. Alors, madame là-bas. Et après on s'arrête parce que vraiment, je vais aller à mon classe de gym demain matin. Si je continue comme ça, j'aurai niveau. Je sais qu'on n'a pas besoin de voix pour une classe de gym, mais quand même. Voilà. Qu'est-ce que vous parliez pour les femmes enceintes avant de faire des tests? C'est donc des tests d'hormones thyroïdiennes, c'est le thyroïde, c'est dans le sang, c'est dans les urines. Quels sont les tests qui sont... Le test hormone thyroïdien, c'est dans le sang. Oui. Et l'iode, c'est dans les urines. L'iode dans les urines. Oui, et c'est pas remboursé. Mais ça coûte pas cher. Pardon? C'est des tests vraiment qui sont valables. Oui, mais il ne faut pas avoir mangé un plat de moule avant de faire son test d'urine. Parce que ça va fausser totalement. OK? Non, il faut réfléchir à ça. Et ces tests sont pas obligatoires? Non. Dernière question. Les hormones thyroïdiennes, c'est remboursé. Il y a tout médecin qui... les gens sont de plus en plus alertés. Vous êtes scientifique. Est-ce qu'un jour, vous pensez que les scientifiques pourraient faire de la recherche sans utiliser les animaux? On nous pousse à le faire. Et il faut dire, on essaie de le faire. Et on essaie de le faire éthiquement. Mais ce qui est frappant, s'il y a un groupe de personnes qui sont très alliées avec l'industrie chimique, c'est précisément les gens qui sont contre l'expérimentation animale. Vous allez dans un congrès sur la question des perturbateurs endocriniens, vous avez l'industrie chimique et les antivivisectionnistes qui sont ensemble, et eux, tout le monde veut arrêter l'utilisation des animaux parce que oui, on ne préfère pas savoir. Et en attendant, on le teste chez les êtres humains qui marchent dans la rue. Alors, mais évidemment, il faudrait y réduire. On essaie de le réduire parce que c'est obligé. Parce que l'opinion publique veut qu'on le réduise. Mais l'opinion publique veut aussi qu'on les protège. Et la biodiversité. Donc il faut couper la poire en deux quelque part. Le temps qu'on développe les tests qui ne sont pas basés sur les animaux. Bon, moi, pour conclure, je vous dis toutes les questions que vous avez posées. Il y a des réponses dans les 2 livres que j'ai lus quand même. Et donc, je vous invite, après avoir dit madame, peut-être jeter un coup d'œil sur les livres et voilà. Et de vous aller